Bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous club d'A-News Expérience Client pour une interview exceptionnelle avec l'international français de rugby, Dimitri Yachvili. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Salut Jérôme, très content d'être avec toi. On est ravis de recevoir Dimitri. Demi-mêlée légendaire, 61 sélections, me semble-t-il, en équipe de France, finaliste de la Coupe du Monde 2011, vainqueur de 4 tournois destination, dont 2 grands chelems quand même. Et puis avec son club de Biarritz, le Challenge européen, double finaliste de la Coupe d'Europe et 2 titres de champion de France, et j'en passe. En arrière, bien sûr. On va parler de quoi? On va parler de rugby, mais on va parler aussi d'expérience client. Justement, faire un focus, un parallèle entre ce rôle de joueur numéro 9 au rugby, demi-mêlée, et celui de directeur de l'expérience client. Est-ce qu'ils ont finalement les mêmes responsabilités? Quels sont les points communs, les différences? J'imagine, Jérôme, qu'on va parler d'organisation, de coordination, de communication et de réactivité, non? On va parler effectivement de tout ça, Alexandre. Et puisque vous l'avez dit, Dimitri, parmi les nombreux titres qu'il a gagnés, il en a gagné notamment un qui, moi, m'est resté en mémoire, celui de 2005, Biarritz contre le Stade français, parce qu'à ce moment-là, finalement, le BO avait perdu Dimitri juste avant face au Stade français en demi-finale de Coupe d'Europe. Et là, il a fallu que toi, numéro 9, donc l'équivalent du directeur de l'expérience client, puisse prendre des responsabilités de médiation par rapport au groupe. Une semaine plus tard, il fallait retrouver l'équipe qui vous avait battu. Oui, tout à fait. Alors, je vois que cette finale, tu es toujours en travers. À chaque fois qu'on se voit, Jérôme, ça reste à vie. Jérôme est un supporter du Stade français. Oui, en effet. Alors, c'était pas la semaine avant, c'était quelques semaines avant, mais elle avait été marquante, cette demi-finale perdue au Parc des Princes face au Stade français, parce qu'on était, allez, on va dire un peu dominateur sur cette finale. Finalement, avec les aléas d'un match, on a pris un essai dans les arrêts de jeu du regretté Christophe Dominici. Et puis il y avait eu un match un peu houleux, quoi. Il y avait eu quelques tensions, c'était agressif. Donc voilà, donc quelques semaines après, on se retrouve en finale. Et bien évidemment, en tant que leader de jeu, puisque le demi de mêlée, élément charnière d'une équipe entre les avants et les trois quarts, est aussi le leader de l'état d'esprit, pas que sur le terrain, en dehors du terrain aussi. Il a fallu piquer au vif, on va dire, les joueurs. Souvent, on utilise ces leviers psychologiques, des leviers un peu mentaux pour la préparation. Ça ne suffit pas sur la longueur, mais sur un match, je pense qu'on y a réussi, puisque ça a fini en prolongation et qu'on a réussi à gagner à quelques minutes avant la fin de ce match. Donc ça a été marquant, plutôt une belle histoire pour nous, parce que on a construit notre victoire sur une défaite en finale. Et ça veut dire aussi que dans ce parallèle-là, Dimitri, en tant que numéro 9, encore une fois, il y a le besoin de médiation, tu viens d'en parler, entre les avants, les trois quarts, et puis il y a aussi cette réactivité, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes à un moment donné des décisions importantes. Il y a 8 joueurs qui composent le pack de devant, et il va falloir prendre des décisions. Et eux, il va falloir qu'ils t'écoutent et te suivent, les yeux fermés. Oui, tout à fait. Alors le rugby est particulier parce que on voit d'ailleurs un secteur de jeu du rugby derrière, c'est une mêlée fermée. Donc les avants, ils ont la tête baissée. Donc le demi de mêlée est le porte-parole de l'équipe. Il a besoin de les guides. De les guider, Ouais. de dire à quel moment il faut pousser. Lorsque le ballon sort de la mêlée, par exemple, les avants ne le voient pas. Donc il y a un code qui dit que le ballon est sorti. Le demi de mêlée est un peu oui, à la fois un médiateur, mais un psychologue aussi, parce que chaque joueur a aussi sa particularité, a aussi un caractère différent, donc on ne peut pas parler à tous les joueurs de la même manière et de la même façon, à part pendant un match, lorsqu'il y a beaucoup de tension dans les derniers instants, là, il y a un langage qui est plutôt commun à tout le monde. Puis il faut aller vite dans ces cas de Il faut aller figure, vite, ouais. et surtout le demi de mêlée, parce que les décisions les plus importantes souvent se font dans les matchs où il y a beaucoup de pression, les 10 dernières minutes, ce qu'on appelle le money time, ce que les Américains appellent le money time, et c'est là où le demi de mêlée se doit de garder un maximum de sang-froid, en fait, puisque les décisions prises lorsqu'on a le cœur à 180 sont très difficiles à prendre. Donc lui, il doit aussi jauger son état physique intérieur pour pouvoir garder de la lucidité dans les derniers instants. Et c'est aussi, puisque Alexandre, on parle des directeurs de l'expérience client, c'est qu'à un moment donné, ce rôle, ce parallèle-là, il existe dans la gestion. Tu parlais tout à l'heure de la pression.
à un moment donné. Il y a eu des matchs comme ça, notamment avec l'équipe de France, où il a fallu, alors par exemple 2011, tu rappelais dans le palmarès Alexandre, vous êtes allé jusqu'en finale. Avant ça, les matchs avaient été beaucoup plus compliqués, beaucoup plus houleux. Comment, sur ce parallèle-là, sur cette gestion de la pression, comment on fait pour que lorsqu'elle est négative, la transformer en positif? Vous étiez en 2011 surnommé les sales gosses. En plus, sur une phase plus longue que celle longue, dont on oui. parlait il y a quelques instants, parce qu'il y a effectivement des décisions à prendre sur des courtes durées, quelques semaines avant une finale, ou dans le cours d'un match, mais aussi sur une longue compétition. Mhm. C'est vrai que c'est une façon de procéder qui est sans doute différente. Oui, tout à fait. Et en plus, dans cette compétition-là, en particulier 2011, je faisais partie d'une génération de joueurs où potentiellement et probablement c'était notre dernière compétition. Donc en plus d'endosser le maillot de titulaire et de leader de jeu, nous aussi on voulait bien finir cette compétition parce qu'on savait potentiellement que ça allait être notre dernière Coupe du Monde, puisque 4 ans après on allait être peut-être un peu trop usé, trop vieux. Donc il a fallu prendre des décisions. Lorsque ça ne va pas, sur quoi on se repose? Sur les fondamentaux. Les fondamentaux au rugby sont la conquête, sont la défense, l'agressivité, le jeu au pied, mais aussi laisser parler ce que les Anglais appellent communément le French flair, mais c'est tout simplement de jouer de manière intuitive. Et si on a des blocages sur le système de jeu, si on a des blocages entre coéquipiers, on ne peut pas jouer de manière intuitive, puisqu'on va rentrer dans l'ego, on va rentrer dans quelque chose d'ondes plutôt négatives. Si on reste sur des ondes positives, on va plus pouvoir exprimer son potentiel à 100% ou essayer d'atteindre les 100%. Donc ça a été un petit peu le travail en amont, sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, pour que tout le monde retrouve sa confiance et son plein potentiel. Donc il y a des liens qui doivent se fortifier encore plus en dehors du terrain. Et comment? En parlant, Ouais. en Tête à tête? en communiquant. Moi, j'ai eu une expérience personnelle sur cette compétition, par exemple, où j'étais en concurrence avec Morgane Parra, qui était demi-mêlée comme moi. Et Marc Lièvremont, au milieu de la compétition, le sélectionneur a décidé de nous associer ensemble, c'est-à-dire moi numéro 9 et Morgane Parra numéro 10. Donc quand on est concurrent, naturellement, on va pas trop se parler. On fait partie du même groupe France, mais on a une place à jouer. Donc à l'entraînement, ça se bataille féroce. Et à partir du moment où il nous a annoncé qu'on allait jouer ensemble, et ben là, on a pris l'initiative de faire comme ça, de se mettre à table, de discuter et de se dire, ben maintenant, nous sommes les leaders, on va jouer ensemble. Donc, on a communiqué encore plus, on a parlé du système de jeu, des hommes forts de cette équipe, du potentiel de chacun et la stratégie à mettre en place, les lancements les lancements de jeu à mettre en place pour bonifier tout le monde. Et voilà, bon, on a échoué un petit point de ce titre suprême, mais la fin de compétition était plutôt intéressante pour nous. Comme dans une équipe de relations clients, finalement, une équipe de rugby, il faut savoir aussi gérer des individualités qui sont parfois fortes. Dans le rugby, en plus, il y a la médiatisation, donc c'est peut-être encore plus compliqué. Mais dans l'entreprise, il y a toujours un esprit de compétition individuelle aussi. Comment on gère ça pour faire en sorte qu'une équipe soit gagnante? Peu un travail de psychologue. Hein. Ouais. Déjà, il faut qu'on se connaisse bien nous-mêmes pour pouvoir connaître encore mieux les autres. En règle générale, demi-mêlée, tu joues demi-mêlée depuis tout petit, donc tu connais à peu près, tu sais comment vont réagir certains. Les demi-mêlées sont souvent très proches des premières lignes ou des deuxièmes lignes, parce que à l'école de rugby, le demi-mêlée, c'est souvent le plus petit, mais c'est celui qui a le plus de gueule, excusez-moi pour l'expression. Donc on est plus attiré vers le côté paternel un peu des gros qui viennent nous cajoler parce qu'ils ont besoin de nous, nous on a besoin d'eux aussi. Mais on va parler différemment aux trois quarts parce que des fois ils ont besoin d'être un peu bougés. Donc c'est vraiment un travail, et ça on s'en rend compte au fil du temps, au fil des années où on prend de l'expérience. Mais il y a vraiment un travail de psychologie individuelle mais aussi collective dans un terrain. Et la difficulté, c'est de trouver les bons mots, parce que parfois, c'est juste un seul mot qui peut faire la différence. La communication est très importante, ou sur un terrain, des fois, c'est un regard. Donc, il faut à la fois bien se connaître et bien connaître ses interlocuteurs. Aussi bien au niveau de leur poste que de leur personnalité. Tout à fait. Les deux sont aussi importantes. Et l'arbitre aussi, parce que parfois, on parle à l'arbitre.
Si capitaine on est, on peut. Peut-être un lien aussi avec entre l'adversaire, enfin slash sur le terrain concurrentiel pour une entreprise. Un adversaire, tu parlais là à l'instant dans le regard. Ça t'est arrivé parce que tu faisais partie de ces joueurs-là, fort caractère, avec le regard, aussi à un moment donné d'expliquer que là, ce terrain-là, ça bougerait pas et Ah ça oui, serait bien pas. sûr, le regard parle. Sur un terrain de rugby, le regard parle. Souvent, il y a des... ce qui est le plus parlant, c'est, on en a tous vu un dans notre vie à la télé, c'est le haka. Hmm. Et le haka, si vous regardez bien, les Néo-Zélandais, ils fixent un joueur dans ce que les jeunes appellent une baston de regard. Donc il y a un regard contre regard, celui qui est en face, et le match commence dès le haka, en fait, parce que le regard, il y a des choses qui se passent dedans. Même si c'est un peu différent, parce que pendant le haka, ils sont un peu en état modifié de conscience, parfois ils ont les yeux un peu révulsés, mais pendant un match, il est arrivé que, alors moi ou d'autres, hein, peut-être un peu plus costauds, après un gros plaquage, après avoir marqué l'adversaire physiquement, ben on continue le plaquage en Avec le fixant regard. son adversaire et en le finissant quelque part, quoi. Mm. Et lorsqu'on est de l'autre côté et qu'on subit cela, c'est assez marquant, quoi. C'est Ouais. assez marquant pour l'avoir subi. Justement, tu parlais de 2011, cette finale. Alors, pour ceux qui nous écoutent, nous regardent, vous pourrez aller revoir cette Coupe du Monde, image-là, ouais. la Coupe du Monde, la finale. Le haka, vous décidez quand de vous mettre en V, en fait. Nous, qui avons regardé cette finale, on a eu le sentiment que c'était le V de la victoire. Mais Non, moi, pour quand connaître même pas. l'histoire, c'était pas ça. Mais Oui, tu sais que c'est pas ça. ouais, je sais que c'est Non, pas non, ça, mais alors déjà, pour rappeler le contexte, une finale de Coupe du Monde à l'Eden Park d'Auckland, pour beaucoup d'entre nous sur le terrain ce jour-là, c'était un rêve de gosse. Mais C'est un la réel. cathédrale du rugby, quelque part. C'est un Hein. peu, quand on était enfant, jouer au Maracana au football pour une finale de Coupe du exactement. Monde, qui est le Graal, quoi, en fait. Donc, on n'avait pas la prétention de faire déjà le V de la victoire avant le match. C'est juste avec les relations qu'on a eues avec des locaux, on leur a demandé ce qui pouvait perturber un haka. Et ce qui peut perturber le haka, c'est d'avancer vers eux, le fait d'avancer physiquement vers eux. Parce que les Néo-Zélandais, quand ils font le haka, vous regarderez la prochaine fois, ils font des tout petits pas. Et lorsque vous êtes fixe en phase 2, vous sentez quand même, ça avance pas très vite, mais ça avance quand même. Donc tu sens déjà une pression qui arrive. Ouais. Donc nous, on avait décidé, en bon sale gosse que nous étions, de renverser un peu cette pression, de nous aussi avancer. Donc plutôt qu'avancer en ligne, on trouvait ça à la fois plus joli ou plus esthétique ou je ne sais pas pourquoi, mais on l'a fait comme ça. Et on a fini, mais là on se voyait en l'occurrence, on parlait de regard tout à l'heure, là on se voyait encore plus près avec les Néo-Zélandais. Qui n'était pas un manque de respect, parce que Non. pour en avoir parlé avec des Néo-Zélandais quelques mois ou quelques années après, ils ont trouvé ça plutôt Plutôt pas mal. sympa, et original. merci du défi que vous nous avez relevé, quoi. Ce qui est intéressant toujours dans ce parallèle hein, avec l'univers du travail et avec l'expérience client, c'est de savoir, quand on joue en équipe de France, vous êtes issus, tous les joueurs, d'un certain nombre de clubs. Tout du long de la saison, vous vous confrontez, vous détestez, parfois vous avez des copains dans l'équipe d'en face. Comment on crée ces liens, cette fluidité justement, pendant un temps donné, pour faire en sorte que cette équipe bien performe? Alors, déjà, il y a une chose qui est encore plus chez nous au rugby, lorsqu'on met le maillot de l'équipe de France, déjà, ça unit tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Identification Elle à est une... forte. Voilà, l'appartenance Ouais. au maillot, elle est très forte. Donc déjà, le fait d'être rassemblé avec l'équipe de France, ça unifie un petit peu tout le monde. Ensuite, lorsque ça fait quelques années qu'on joue les uns contre les autres ou ensemble en équipe de France, on prend une certaine maturité aussi, on prend une certaine expérience, il y a des automatismes qui se créent. En général, les sélectionneurs, ce sont des cycles de 4 ans, d'une Coupe du Monde à une autre, donc ils constituent leur équipe aussi pour que, arriver la Coupe du Monde 4 ans après le début de leur mandat, il y a une équipe qui est une grosse ossature et qui ont beaucoup de temps de jeu en commun pour que les automatismes et les repères soient là. On ne peut pas construire une équipe, c'est assez rare. Les Sud-Africains l'ont fait avant 2019, où ils étaient en grande difficulté dans les années 2015, 16, 17. Et un an et demi avant, Erasmus est arrivé, il a réussi à créer une équipe. Ce qui est assez particulier. Sinon, elle se construit déjà 4 ans auparavant. Donc c'est vraiment le vécu commun.
La connaissance des hommes aussi, puisqu'on se connaît à force, on commence à se connaître très bien pour avoir joué ensemble, mais aussi les uns contre les autres, parce qu'on lorsqu'on joue en club les uns contre les autres, et ben on fait un travail vidéo, donc on analyse beaucoup, donc on se connaît parfaitement bien, quoi. Il y a toujours des petits nouveaux. Enfin, quand je dis petits, parfois ils font 2,10 m pour 100 kilos. Mais comment on les intègre, justement, ceux-là? Ils s'intègrent tout seuls. Les anciens, ceux qui ont de l'expérience, ils font aussi l'effort de les faire participer, de les faire communiquer, de Ouais. les mettre en confiance. Ouais. Parce qu'on sait très bien que même s'ils rentrent jouer 5 minutes, ce sont 5 minutes qui vont être importantes et qui peuvent aussi faire basculer. On ne peut pas savoir ce que nous réserve un match. Donc il faut qu'ils soient en confiance. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis dans des bonnes dispositions de la part du staff, mais aussi de la part des joueurs, puisque sur le terrain, il n'y a que des joueurs et la confiance doit régner. Et par rapport à la question d'Alexandre, on sait que dans des compétitions alors, nationales comme le top 14, ok, vous êtes en club, mais Alexandre le précisait, quand on arrive en équipe de France, tu l'as dit, le maillot fait en sorte que finalement, bien, tout se regroupe. Toi, tu faisais chambre avec qui? Quelqu'un, un joueur de Biarritz, ou alors c'était un autre joueur en équipe de France? Alors, Bernard Laporte nous laissait plutôt le choix. Donc moi, j'étais avec Serge Betsen ou Donc, un joueur de Damien Biarritz. Traille, ouais, des coéquipiers de Biarritz. Il est arrivé à ce qu'on nous impose un coéquipier de chambre, ce qui peut être aussi une bonne expérience pour s'intégrer, se connaître encore plus, parce que lorsqu'on est avec ses copains de club, avec qui on vit 24-24, enfin pas 24-24, mais tous les jours de l'année ensemble, c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres. Mais bon, il n'y en avait pas forcément la nécessité, parce sur cette épopée-là et cette Coupe du Monde, on se connaissait assez bien. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant une compétition, une Coupe du Monde, il y a 2 mois de préparation où on vit quasiment 7 jours sur 7 ensemble. On rentre 2-3 week-ends à la maison, mais sinon on vit ensemble. Et c'est là où se crée l'état d'esprit d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire des moments d'à côté. Les repas, j'imagine aussi, Les repas, les activités les autres. activités extrasportives, les entraînements, tout, les troisièmes mi-temps, Alors, la vie en général. on n'a pas parlé des moments de crise, ça arrive. Du fait peut-être d'une défaite, d'un match qui s'est mal passé, aussi d'une personnalité dans l'équipe. Comment on gère ces périodes, surtout quand on a ce rôle de numéro 9, on doit être fédérateur. Comment on arrive à gérer ces périodes de crise et ces moments de pression forte? Bah déjà, la difficulté, c'est de bien identifier pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc ça veut dire qu'il faut une remise en question individuelle qui soit juste, ce qui n'est pas toujours évident, parce que lorsqu'il y a des moments de crise, souvent... Individuel de la part de l'ensemble de l'équipe, mais aussi du numéro de 9. son propre jugement, D'accord, de sa on est d'accord. propre remise en question, de sa contre-performance, puisque c'est une période de crise, on peut considérer ça comme une contre-performance. Donc faire son auto-analyse, voilà, c'est ça le terme précis, une bonne auto-analyse, et ensuite que collectivement, il y a de la communication qui se passe la plus juste possible. C'est quoi une communication juste? Eh ben de se mettre à table, de se mettre dans le bureau et de dire, voilà, moi, il y a ça qui n'a pas fonctionné, je me suis loupé là-dessus, je me suis loupé dans mes choix stratégiques, j'ai annoncé tel lancement de jeu, j'aurais dû faire celui-ci, j'étais perturbé, qu'on mette tout sur la table, en fait. Franchise et transparence. Franchise et transparence, pour moi, c'est le plus important. Quand tout ça est un peu masqué, c'est là où c'est comme une eau qui stagne, elle macère un peu et ça sent pas bon, quoi. Ça sent pas bon. Mais ça, pareil, avec l'expérience, plus on a d'expérience et plus on est relativement libre de mettre un genou au sol, puisqu'il faut mettre un genou au sol dans ces moments-là, et se remettre en question individuellement. Il y a une phrase, Dimitri, que tu dis souvent à propos de 2011, après la défaite notamment contre le Tonga, l'équipe de France, par miracle, entre guillemets, est toujours en vie et donc va pouvoir poursuivre sa route, notamment après contre l'Angleterre. Tu dis souvent, là, à ce moment-là, on s'est parlé parce qu'on s'est aperçu qu'on était plus consommateur que acteur. Ça veut dire quoi dans le monde de l'entreprise? Et alors, dans ton monde à toi, mais dans l'entreprise, si on doit le transposer. Ça veut dire que, pour le résumer, ça veut dire que les entraîneurs nous donnent un système de jeu, avec dans ce système de jeu des combinaisons. Et lorsque tu ne fais que consommer, c'est-à-dire que tu vas répéter ce que nous a demandé l'entraîneur. En gros, pour schématiser de manière un peu scolaire. Être acteur, c'est participer à l'élaboration des systèmes de jeu, réfléchir sur les qualités et les défauts d'une équipe
pour justement mettre les bons lancements de jeu au bon moment. Mais tout ça, ça demande du temps préparatoire durant la semaine avant un match. Donc lorsque tu es plus consommateur, ben, tu arrives à l'entraînement, tu annonces l'équipe, tu sais que tu joues, tu vas répéter tes lancements, tout va bien. Sauf que tout va bien, non, parce que tu n'as pas pris le jeu à ton compte. Tu n'as pas pris tes responsabilités et la vie t'envoie des échecs. Donc parfois, très souvent même, ce sont ces échecs-là qui nous font nous remettre en question individuellement, nous remettre en question collectivement et devenir acteurs. Le risque, ça peut être parfois, dans le rugby, enfin dans le sport d'équipe comme en entreprise, de ne pas être d'accord avec la stratégie donnée par le patron. Le patron, l'entraîneur, le coach. Comment on doit procéder dans ce cas de figure? Ça peut arriver, sauf que c'est l'entraîneur qui a le dernier mot. Ouais. S'il est hiérarchiquement au-dessus de toi, il y a le respect de la hiérarchie aussi. Donc ça veut dire qu'on doit aller mourir avec ses idées, quitte à ce que ça soit de mauvaises Ça veut idées? dire que si tu es sur le terrain, que tu changes ton système de jeu et que ça marche, personne ne te le reprochera. D'accord, la réponse est très bonne. Non, et ça veut dire aussi, par contre, que Si ça marche. tu peux, parce que, et là, on en revient vraiment un peu à la thématique, toi, en tant que numéro 9, à un moment donné, sentir que les gros, comme on les appelle, hein, c'est pas péjoratif, hein, le 8 de devant, Ah non, au contraire. ils ont ferraillé, et là, de dire, attends, là, il faut prendre les 3 points. Les 3 points, ça veut dire la pénalité, parce que ils sont fatigués, il faut les récompenser. Ça, c'est une prise de décision. C'est une prise de décision. Le discours durant la semaine, ça peut être il faut aller taper les pénales touches, marquer des essais. Si tu ferrailles pendant 10 minutes, 15 minutes, que tu n'arrives pas à avancer, tu sens que tu ne vas pas marquer parce que tout est une question de sensation sur le terrain. Il y a l'œil du téléspectateur, il y a l'œil du coach dans la tribune, mais il y a les sensations du terrain, du stade, de l'adversaire, de l'arbitre. Il y a tout ça qui fait que, ben, à un moment donné, tu peux prendre la décision de prendre 3 points. Ça permet aux avants, au gros, de récupérer aussi, de faire descendre le rythme cardiaque, de repartir, de valider aussi les efforts, parce qu'ils ont fait des efforts, donc il faut aussi les valider. Même si ce n'est pas 7 points, ça reste quand même 3 points. Et c'est important pour la santé morale d'une équipe. le mental, on y repart bien et ça crée du mouvement. Et puis j'imagine qu'il y a une communication entre joueurs, c'est peut-être plus simple dans un sport d'équipe que dans un sport individuel de prendre une décision qui va un peu à contrario de celle qui a été donnée par le patron de l'équipe. Oui, mais rarement vous verrez un joueur prendre une décision. Non, mais c'est Souvent, que il y a Ouais, c'est la ça. charnière, plus le capitaine, s'il ne fait pas partie de la charnière du numéro 9 et du numéro 10. Souvent, il y a un petit regard, on prend les 3 points, on va en touche. Souvent, ça se discute très rapidement, mais il y a une validation qui se fait entre joueurs, quoi. Pour terminer, peut-être que, Dimitri, j'imagine que vous intervenez dans un certain nombre d'entreprises aujourd'hui pour transmettre votre savoir à ce niveau-là. Est-ce que vous sentez dans les entreprises en France, justement, qu'on accroche à ces stratégies de sportives? Oui, si je suis là Ouais. aujourd'hui, c'est bien que Est-ce que vous sentez que ça accroche. répond? Ouais, ça parle parce que il y a la dimension physique. Bon, là, on parle du rugby, où il y a une dimension physique collective qui est quand même assez prédominante lorsqu'on regarde un match de rugby. D'ailleurs, la mêlée, je vois cette mêlée, c'est le seul secteur de jeu où il faut être 8 joueurs liés ensemble pour avancer. Il n'y a pas d'autre sport où il faut être liés ensemble pour avancer. Donc ça crée des liens forts. Et donc ça dégage forcément, parce que ce n'est pas qu'un jeu de bourrin et de défis physiques. Il y a aussi des joueurs dont je faisais partie ou d'autres postes, ce qu'on appelle l'épine dorsale d'une équipe, avec des joueurs qui doivent gérer la stratégie, qui doivent réfléchir sur une stratégie. Donc on navigue, on vacille entre la puissance, la subtilité, la technique, la psychologie. Voilà, c'est un peu ça le rôle d'un demi de mêlée. Et ce qui me plaît. Non, juste pour terminer sur ce que disait Dimitri par rapport aux entreprises, quand il a dit les 8 de devant doivent être liés, c'est parce que dans la règle, mais dans une entreprise, c'est ça aussi pour un gros contrat, pour faire vivre une entreprise, s'il y a un des 8, et souvent Dimitri l'explique en entreprise, il dit, si jamais il y en a un qui avec 2 doigts lâche, à un moment donné, c'est peut-être tout l'édifice des 8 qui peut s'effondrer. Ça veut dire que c'est tout ce qui a été construit, bataillé avant, c'est ça, hein? Oui, et ce qui est d'autant plus fort que je voulais rajouter sur la mêlée, c'est que parfois, au début des matchs, lorsqu'il y a la première mêlée, on annonce le poids des packs. Oui. Alors on voit 800, machin. Et au rugby, c'est pas forcément le pack le plus lourd qui va être le plus dominateur.
c'est celui qui va être le plus lié, le plus Soudé. soudé Ouais. et le plus solidaire. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Dimitri. Alexandre, avec plaisir. Merci Jérôme. Merci beaucoup À à très vous bientôt. pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.